Nous allons donc reprendre donc, nos travaux à l'occasion de la 7e édition des rendez-vous de l'URAS. Et nous allons donc entamer notre deuxième table ronde. Cette deuxième table ronde, c'est une table ronde qui donne la parole aux travailleurs sociaux avec un retour d'expérience, comment réinventer le travail social en période de crise. Et autour donc, de la table, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Marie-Chantal Cyril, directrice du foyer de vie de l'association La Myriam. Marie-Chantal, bonjour. Bonjour. Mme Micheline Azur, vous êtes éducatrice au sein du CESAD Alizé Assise. Bonjour. Bonjour. Madame Marilyn Gély, qui est éducatrice au sein du CESAD Alizé Assise, est avec nous en visio. Bonjour, Madame Gély. Oui, bonjour. Bonjour à tous. C'est Madeline, pas Marilyn. Désolé, Madeline Gély. C'est écrit. Donc, et bien sûr, donc, Monsieur Joël Bois, chef de service au sein de l'IML et Fougères, association AAPH. Bonjour Joël. Bonjour Pierre. Alors, l'objectif de la table ronde, c'est donc vous donner la parole. Et vous donner la parole parce que vous avez su repenser vos pratiques professionnelles dans ce contexte inédit de crise sanitaire. Donc, dans un premier temps, donc, si vous le voulez bien, nous allons vous écouter sur vos témoignages sur l'adaptation des accompagnements entre mars, au début du confinement, mars 2020 et mars 2021, donc une année. Et puis, dans un second temps, nous allons recueillir un peu votre analyse sur l'impact que va laisser la crise sanitaire sur le travail social. Donc, nous allons donc débuter cette table ronde en laissant la parole à Mme Marie-Chantal Cyril. Merci. Donc, sur un témoignage, donc, dans un premier temps, donc, on va faire le tour des témoignages et dans un second temps, effectivement, sur les impacts. D'accord. Alors, je vais quand même préciser le type d'établissement de l'association La Myriam, les deux en tout cas que je gère, à savoir le foyer de vie et le dispositif logement adapté, donc qui comprend une maison relais et une résidence d'accueil. Et donc ces deux établissements, vous comprendrez bien que lorsque au mois de mars, début mars, il est question de confinement, ces deux établissements-là, il n'est pas du tout question de fermer. Pourquoi? Parce que le foyer de vie accueille des personnes en situation de handicap psychique, donc des adultes qui ont entre 25 et 60 ans. Donc, ce sont des personnes qui ont une problématique de santé mentale, mais qui n'ont pas besoin d'être en milieu hospitalier. Elles sont donc hébergées, le foyer est donc leur adresse, leur lieu de vie. Il en est de même pour le dispositif de logement adapté. Donc, ce sont des personnes qui habitent dans des appartements qui sont répartis donc, sur plusieurs sites entre Fort-de-France, Robert et Trinité. Et lorsque la question du confinement se pose, il n'est effectivement pas question de fermer les établissements. Donc, ça veut dire que nous devons continuer à fonctionner. Sauf qu'au niveau des équipes, nous avons des personnes, comme le prévoyaient les textes, particulièrement vulnérables ou à risque, ou encore des personnes qui ont des problèmes de garde d'enfants. Et nous devons composer avec cette difficulté-là pour pouvoir continuer à travailler avec le public accueilli au sein des établissements. Alors, comment nous avons fait? Dans un premier temps, comme nous avons un pool de remplaçants, donc nous faisons appel à ces personnes pour pouvoir continuer les activités à l'intérieur, donc dans les murs, puisque à l'extérieur, plus possible d'avoir les activités extérieures. Sauf que, compte tenu justement des difficultés de ces personnes, elles ont beaucoup de mal à rester enfermées et il faut effectivement trouver des manières de les occuper. Alors, c'est vrai que le foyer qui avait déjà pris une autre manière de fonctionner, à savoir vraiment lieu de passage où on apprend aux personnes tout ce qu'il faut pour aller vers l'extérieur, eh bien là, on redevient, si je peux me permettre de parler ainsi, on redevient un foyer occupationnel avec des activités pour pouvoir meubler le temps et, on va dire, oui, d'une certaine manière, empêcher
qu'ils ne se posent trop de questions par rapport à cette affaire de confinement. Ça, c'est pour le public accueilli. C'est vrai que nous avons quand même pu mettre en place également des sorties en petits groupes, 3-4 personnes maximum, pour pouvoir justement leur permettre, ben oui, de sortir parce que ce n'est pas évident de rester enfermé. Surtout que le foyer est réparti sur 2 sites, un qui se trouve, on va dire, à la campagne ou la montagne, donc là, ça pouvait encore aller. Les gens peuvent aller à l'extérieur, tandis que sur Fort-de-France, nous sommes dans des appartements et des appartements en résidence HLM. Je crois que vous savez tous comment ça se passe dans les résidences HLM. Il n'y a pas vraiment d'espace, donc il faut que les personnes sortent et il leur faut aussi de l'activité sportive, même s'il y avait des contraintes. Et j'ai presque envie de dire que c'est là de la responsabilité du directeur que de devoir mettre en place des activités, même si elles ne vont pas toujours en accord avec ce qui est préconisé par la loi. Parce que nous avons des personnes en situation de handicap qui ont besoin de continuer à vivre et de ne pas trop décompenser par rapport à tout ce qui leur est imposé, entre les mesures barrières, ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas faire des activités qu'ils avaient l'habitude d'avoir avant cette affaire de confinement. Au niveau du personnel, ben, il a fallu revoir les plannings parce que même si nous avions des remplaçants, ce n'était pas toujours évident. Donc, le personnel, il fallait également régulièrement, si ce n'est quotidiennement, passer les voir. Parce que, ben oui, confinement, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les personnes qui ne travaillent pas. C'est aussi parce que les personnes qui viennent travailler, ben, ce sont des individus lambda qui, eux aussi, entendent des informations. Donc, on leur dit qu'il faut rester confiné. Sauf que le directeur leur dit non, vous venez travailler. Parce que l'établissement ne peut pas fermer. Donc, ces personnes ne sont pas rassurées. Elles ont peur. Elles ont peur d'attraper le Covid. Elles ont peur que ce soit les résidents qui leur transmettent le virus. Et c'est vrai qu'il a fallu faire, j'ai presque envie de dire, de l'explication de texte pour leur démontrer que la plupart des résidents ne sortent pas et que si jamais le virus arrive, ça sera peut-être plus eux qui vont le ramener de l'établissement que les résidents qui vont les contaminer. Et c'est vrai que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident du tout. Pendant cette période-là, jusqu'à la mi-mai, nous avons, Dieu merci, notre réseau. Et c'est vrai que dans la première partie, on a parlé beaucoup de réseaux informels. Et je crois que je parlerai aussi effectivement de réseaux informels parce que tous nos partenaires avec lesquels nous avions l'habitude de travailler, ben, on se retrouve dans la situation suivante où ben, c'est le confinement, beaucoup d'endroits ferment. On n'a pas toujours pensé aux établissements du médico-social qui allaient rester ouverts. Et ben, nous, on a dû mettre en place des circuits parallèles. Heureusement que j'avais des contacts, ben, oui, je vais dire avec l'IFMES, puisqu'il y a une liste d'étudiants, quand ça a été permis, qui pouvaient intervenir dans les établissements. Donc, j'ai pu puiser là-dedans pour pouvoir compléter les équipes, parce que ce n'était pas si évident. Pour ce qui est du dispositif de logement adapté, ben, c'était un peu compliqué parce que ce sont quand même des personnes qui sont chez elles, qui ont l'habitude d'aller et venir et qui avaient du mal à accepter de rester chez elles, puisque c'était le confinement. Mais en plus, alors pour certaines, elles ont des difficultés d'ordre économique qui s'accentuent parce que difficulté de pouvoir retirer de l'argent, difficulté de pouvoir se nourrir, donc réactivation des liens avec des associations caritatives que nous avons sur le territoire, comme Secours catholique, Secours adventiste, Croix-Rouge, etc. Des liens un peu plus poussés avec l'ACIS, puisqu'ils ont une unité COVID qui se crée et nous pouvons effectivement travailler en partenariat avec eux. Mais je ne vous cache pas que ça a été quelque chose de très compliqué, non seulement pour le personnel, mais aussi pour moi en tant que gestionnaire, parce que oui, je suis une personne comme les autres, je devrais rester confinée chez moi, sauf que ce n'est pas possible. J'ai du personnel, j'ai des personnes accueillies et il faut gérer tout ça et il faut rassurer tout le monde. Donc, pour le moment, je vais m'en tenir à cette partie, si ce n'est que pour ajouter que période de déconfinement, ben, nous fonctionnons un peu comme les EHPAD à ce moment-là, et ça sera un déconfinement progressif et pas le 11 mai, comme ça a été décidé,
mais plutôt au fur et à mesure parce qu'il fallait justement mettre en place tout un mode de fonctionnement pour permettre aux personnes de retrouver un temps soit un peu une certaine forme de liberté, mais les gestes barrières sont toujours restés présents et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Juste un point également pour parler des familles, hein, parce que ça aussi c'est un point sur lequel ça n'a pas toujours été évident. Du jour au lendemain, on leur annonce qu'ils ne peuvent plus venir dans l'établissement, surtout au niveau du foyer, qu'il va falloir qu'ils appellent pour avoir des nouvelles du membre de leur famille qui se trouve dans l'établissement. Mais c'est vrai que, paradoxalement, j'ai envie de dire que par téléphone, le lien a été beaucoup plus maintenu qu'en présentiel. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les personnes ne se déplaçaient pas particulièrement. Ils appelaient de temps en temps, tandis que là, les appels étaient beaucoup plus fréquents parce qu'ils voulaient savoir ce que devenaient leurs proches, puisque tout le monde avait peur, en fait. Je crois qu'il ne faut surtout pas oublier cette peur qui a été la nôtre. Je me mets là-dedans aussi, qui a été la nôtre pendant toute une partie. Aujourd'hui, les choses sont un peu moins compliquées, puisque malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop comment on va dire ça, nous avons appris à vivre, en tout cas pour certains, dans le milieu professionnel, en tout cas, nous avons appris à vivre avec ce coronavirus. Et puis, c'est vrai que c'est moins compliqué. D'ailleurs, nous l'avons constaté lors de la seconde vague au mois de novembre, lorsque survient un deuxième confinement. Je vais laisser la parole. Merci Marie-Chantal. Alors, vous avez appris à vivre, vous avez appris à faire. Avec, oui, appris à faire avec le Covid. Oui, donc, tout à fait. Toujours sur la partie témoignage, au niveau du CESAD à Alizé, Madame Madeleine Gély, alors comment les choses se sont passées pour vous? Donc, bonjour à tous. Pardon. Au niveau du CESAD, en fait, nous aussi, nous avons dû réagir. Hein. Nous avons dû faire face à cette situation. Donc, le CESAD, par définition, est un service médico-social qui va vers les personnes accueillies, qui intervient sur les différents lieux de vie des personnes accueillies. Donc, qui dit confinement, donc on ne pouvait plus le faire. Nous intervenions avant cette période de confinement en présentiel exclusivement. Donc, du coup, nous avons dû repenser, réajuster en fait notre manière de travailler. Dans un premier temps, nous avons contacté les familles afin d'avoir leur ressenti et qu'ils puissent aussi nous faire part de leurs attentes, de leurs besoins. Globalement, ce qui est ressenti, c'est qu'ils avaient besoin de maintenir le lien avec les professionnels, les différents professionnels, que les jeunes, aussi bien les parents, aussi avaient peur. On a eu l'impression que c'était un petit peu la politique de la peur. Donc, le maintien de ce lien avec nous était nécessaire pour eux. Donc, pour qu'ils ne se sentent pas trop isolés ou abandonnés, comme certains ont pu nous dire. Donc, du coup, nous avons proposé cet accompagnement distanciel par l'intermédiaire des différents outils de communication qui existent, hein, le téléphone classique, le smartphone, l'ordinateur pour ceux qui en avaient. Nous avons utilisé les réseaux sociaux, tels que WhatsApp, Skype, etc. Par contre, c'est vrai que c'est posé là cette question de la confidentialité, de la discrétion des données, mais aussi des entretiens que les professionnels avaient avec les personnes accueillies. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, il y a une plateforme qui a été choisie pour permettre les réunions du personnel, mais aussi certaines visios avec les familles et les usagers. Mais nous avons continué à utiliser le réseau informel, hein, tel que WhatsApp, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes, en particulier, pouvaient l'utiliser et connaissaient cette utilisation et étaient plus à l'aise et autonomes. Donc, nous avons fait avec aussi leur potentialité, ce qu'ils savaient faire, hein, ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils savaient faire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il a été aussi difficile de les aider à installer d'autres applications sur leur smartphone, par exemple,
Nous avons des jeunes en situation de handicap, déficients intellectuels, donc la compréhension, en fait, n'est pas évidente pour eux, sinon très difficile. Donc, il a été nécessaire de se réinventer, de créer, de faire preuve de créativité pour les aider à créer par exemple, des adresses mail pour certains, pour pouvoir recevoir les invitations. Bon, voilà. Et nous avons continué à proposer un accompagnement en individuel ou en groupe, parce que certains étaient aussi demandeurs de pouvoir travailler d'échanger avec d'autres jeunes, de pouvoir voir d'autres jeunes, puisque, bon, seuls, isolés chez eux, ils se sentaient isolés, pardon. Donc, un emploi du temps a été mis en place pour chaque usager, donc pendant cette période de confinement, qui notifiait l'intervention de tel ou tel professionnel, soit en individuel, soit en groupe. Donc, nous avons proposé, par exemple, nous avons continué à travailler les activités proposées étant en lien avec leur projet individuel, mais aussi pouvaient être des activités, entre guillemets, occupationnelles. Parce que des parents ont justement sollicité certains collègues pour pouvoir, afin qu'ils proposent à leurs enfants des activités parce qu'eux-mêmes étaient démunis. Et donc, il y a des activités des jeux éducatifs, par exemple, qui ont été proposés aux parents. Des collègues ont créé des groupes WhatsApp avec les jeunes et leurs parents afin d'expliquer par vidéo, par exemple, en faisant de petites vidéos, d'expliquer les gestes barrières, le port du masque. Nous avons eu des entretiens téléphoniques qui ont été faits par les thérapeutes. Nous avons aussi eu des activités de groupe autour de l'autonomie sociale, l'autonomie personnelle à la maison, ou par exemple, un geste qui nous paraît simple à nous, hein, faire son lit, ranger sa chambre, mais beaucoup de jeunes chez nous ne le font pas parce que ce sont les parents qui font à leur place. Donc, ça a été aussi, on est rentré chez eux par l'intermédiaire du téléphone, de la visio, pour les accompagner en ce sens. Donc, globalement, cette intervention à distance a été accueillie de manière positive par les jeunes et leurs familles. Toutefois, certains n'ont pas souhaité, par exemple, être en groupe parce qu'ils trouvaient qu'on entrait aussi chez eux, hein, c'est s'exposer, c'est montrer comment est chez moi, et ils ne voulaient pas non plus que d'autres jeunes ou d'autres personnes, en fait, à part le professionnel, puissent voir, en fait, chez eux. Des collègues ont aussi proposé, notamment aux jeunes autistes, nous accueillons aussi des jeunes porteurs de troubles du spectre autistique, des vidéos avec l'utilisation des outils conceptuels pour mieux expliquer la nécessité du port du masque, quels sont les gestes barrières. Donc, voilà. Donc, globalement, c'est vrai que ce confinement qui a été aussi pour nous professionnels problématique parce qu'on devait aussi, on était chez nous, donc assurer aussi notre vie familiale en même temps qu'on assurait l'accompagnement des jeunes. Nous avons aussi des enfants, donc il fallait pouvoir coupler, en fait, allier vie familiale, vie professionnelle. Ça n'a pas toujours été simple. Bon, nous sommes encore vivants, donc nous sommes sortis de ça. C'est vrai qu'on continue avec un groupe de l'unité socio-professionnelle à utiliser cette visio parce que ils sont en grand nombre et comme les gestes barrières sont encore maintenus, on ne peut pas tous les accueillir sur les lieux de vie. Donc, nous continuons à l'utiliser par moment, notamment le samedi où nous avons des ateliers. Donc, globalement, Micheline va compléter s'il le faut. Je vais aller un petit peu ce que nous avons fait pendant le confinement
Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, ni pour les jeunes, ni pour nous, professionnels. Mais bon, je crois que globalement, les parents, les jeunes ont été satisfaits de cette expérience qui a été inédite pour tout un chacun. Merci beaucoup, Madame Gély. C'est vraiment par rapport au thème finalement de cette 7e journée de l'UA, c'est une belle illustration de comment accompagner à la fois en présentiel et en distanciel. Je crois qu'en termes de retour d'expérience que vous nous avez partagé, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, nous allons donner maintenant la parole à Joël Bois. Joël Bois, vous êtes tué. On va pas... On se connaît depuis suffisamment longtemps. Tu es chef de service au sein de l'UML Fougères. Et toi aussi, tu vas partager. Et ensuite, nous allons entendre Madame Hélène Goma, qui est responsable de formation. On a beaucoup aussi parlé de la place de la formation en travail social. Et on va aussi voir comment le centre de formation s'est adapté. Mais avant cela, Joël, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai connu une période avec une équipe, hein, parce qu'il faut savoir que l'accompagnement des personnes de l'IME, qui sont au nombre de 112, et il y a une cinquantaine de personnes qui accompagnent. Donc, il faut savoir effectivement que cette période est arrivée de façon fracassante dans un premier temps. Et elle, avec comme désavantage le fait que comme on était un accueil en fonction de jour, en accueil de jour, on se retrouve effectivement confronté d'abord à la nouvelle, ce que je vais appeler un moment du chaos. Le temps du chaos, c'est un peu humainement ce qui nous arrive. Tout le monde se pose la question. Après, c'est dans un deuxième temps, dans un troisième temps, c'est de se dire comment réagir en tant que professionnel, en tant que travailleurs sociaux, face à un événement qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on connaissait déjà, puisque du fait même d'exercer aux Antilles et en Martinique, on est confronté quand même chaque année à des phénomènes cycloniques, avec des aléas climatiques. On est confronté aussi à des phénomènes épistémologiques, c'est-à-dire on se retrouve avec le phénomène autour de la dengue, le Zika, etc., le chikungunya. Donc il a fallu effectivement, il y a beaucoup de directeurs et de directrices et de chefs de service qui ont connu cette période. Il fallait effectivement accompagner les publics. Là, on se retrouvait dans de l'inédit, mais en même temps, à devoir trouver des réponses tout en étant suspendu au texte, c'est-à-dire au texte venant du ministère de l'Intérieur, mais aussi de des Affaires sociales. Donc, suspendu aussi aux directives de l'ARS, ici, au niveau régional, et en même temps, suspendu aussi à notre capacité de réagir en tant que travailleurs sociaux vivant dans un contexte martiniquais, où il va falloir effectivement être en capacité de faire face dans une période d'incertitude, parce que d'habitude, quand on fonctionne, on fonctionne toujours en étant conscient qu'il y a un début et il y a une fin. Alors que là, on est dans quelque chose qui nous est... on subit en même temps, qui nous est un peu imposé, dans le sens où on va agir et réagir en fonction de... Donc, très vite, à l'IME Les Fougères, on a été réactif en équipe managériale à devoir repenser les choses, à devoir effectivement être conscient que il y a des personnes accueillies et il y a des équipes. Il y a une équipe. L'équipe, avant tout, ce sont des personnes humaines. Donc, il va falloir effectivement s'intéresser aux personnes au niveau de l'équipe pour savoir comment les gens vivent le temps du confinement. Ensuite, quelles capacités auront-ils à réagir pour pouvoir effectivement proposer un accompagnement qui soit adapté désormais à ces personnes qui sont confinées chez elles. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre conscience qu'il y a une période qui n'est pas évidente dans le sens où les collègues ont d'abord réagi, ils le reconnaissent, hein, après coup, en tant qu'humains. C'est-à-dire que certains ont pensé un peu à eux, à leurs enfants, à comment réagir, comment survivre. Et ensuite, de par les questionnements, de par les échanges qu'on a eus avec eux, on a pu envisager de mettre en place du télétravail, donc à savoir désormais mettre en place un accompagnement qui serait à distance et qui pourrait permettre effectivement à tout un chacun
de pouvoir exercer auprès de ces personnes dans le cadre de leurs fonctions. Par exemple, les éducateurs, un peu comme au même niveau que le CESAD, ont dû effectivement être suffisamment inventifs pour pouvoir adapter leur prise en charge à distance. On a eu aussi les thérapeutes qui, là aussi, le besoin étant grand, ont dû aussi adapter leur intervention. Là encore, les enseignants aussi spécialisés, puisqu'on est en IME, les enseignants aussi ont dû concevoir un accompagnement où ils ont transmis par des vidéos, par des mails, etc., un ensemble un accompagnement suffisamment adapté pour pouvoir permettre aux jeunes d'être intéressés et suffisamment motivés pour pouvoir poursuivre. Alors, le contexte n'était pas toujours évident. Il y a aussi à opérer aussi qu'il y avait à mettre en place pratiquement un emploi du temps, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait non plus, comme on dit, un embouteillage au niveau des interventions, puisqu'il ne fallait pas que, par exemple, on propose à un enfant toute une journée avec un ensemble de thérapeutes, un ensemble d'intervenants, un ensemble d'éducateurs et d'enseignants, d'être en capacité de lui proposer un accompagnement avec des professionnels qui interviennent, mais de façon à ce qu'il ne s'essouffle pas, que la personne ne soit pas non plus trop dans un état de fatigabilité, tenant compte effectivement du public qu'on accueille. Il était important aussi de tenir compte du fait que à distance, il y a un travail qui s'opérait, mais très vite on s'est dit qu'il fallait une traçabilité. La traçabilité, elle s'opérait chaque semaine, tous les vendredis. L'équipe transmettait au chef de service et un compte rendu de toutes les opérations qui ont été faites, de tous les échanges qui ont été faits avec les enfants, et ce qui fait que ça nous permettait effectivement d'avoir une lecture à distance de tout ce qui s'opérait. Alors, il y a aussi beaucoup de difficultés qu'on a rencontrées au niveau de familles qui, au-delà du handicap, ont rencontré des difficultés au niveau social, au niveau financier, au niveau humain aussi, dans leur contact. Être confiné avec 4 enfants dans 60 mètres carrés, ce n'est pas toujours évident. Et ça crée effectivement des situations de crise où là, il a fallu, en équipe, réagir en pensant une nouvelle forme de travail, un peu à distance, mais en faisant intervenir et la psychologue et l'assistante de service social, et même des fois aussi concerter et entrer en contact avec nos partenaires, ça peut être de l'ASE, ça peut être effectivement. Donc, ça engendrait toute une dynamique nouvelle à nos yeux, et en même temps qui incluait aussi les parents, pour qu'ils ne soient pas effectivement ni décrocheurs, ni trop distants de ce qui se passait. Alors, ce qui fait que ça a donné une période très active, ce qui fait qu'après, donc je ne sais pas si on parle de la période aussi de déconfinement, parce que nous, on a connu confinement et déconfinement qui est venu au mois de mai, à mi-mai, et qui là a demandé encore notre réactivité au niveau des équipes, c'est à savoir préparer le retour éventuel des enfants. Préparer le retour éventuel des enfants, c'est penser un retour dans l'IME, et c'est là que ça devient compliqué, parce que ça demande automatiquement à penser au niveau architectural, au niveau logistique, au niveau hygiène, au niveau sécurité, au niveau des gestes barrières. Et là, ça demandait effectivement, avant le retour éventuel des enfants, de former et informer les équipes, de proposer des formations autour des gestes barrières au niveau des équipes, par l'intermédiaire d'une société extérieure. On a pensé aussi, c'est là que c'était minutieux, parce qu'il a fallu penser l'accueil de l'arrivée jusqu'au départ. C'est-à-dire de l'arrivée en bus, même du départ en bus, jusqu'au retour dans la famille. Et c'était tellement une période intense, parce que là, ça demandait aussi aux éducateurs et à tout le monde, et aux thérapeutes, etc., avoir une attention de tous les instants, ce qui fait que quand il était 13h, 14h, les équipes étaient épuisées. Il a fallu effectivement un peu revoir l'accueil pour pouvoir se rendre compte qu'on rentrait dans une ère nouvelle où l'attention était beaucoup plus amplifiée qu'auparavant. Oui, merci Joël. C'est vraiment ce qu'on appelle la parfaite illustration de la mise en place des protocoles. Hein. Donc, c'était vraiment une illustration
d'une structure face à tous ces protocoles sanitaires. C'est vraiment une donnée nouvelle, hein, donc avec la crise Covid. Donc, nous allons maintenant écouter comment l'IFMES, Centre de formation au travail social, a été plusieurs fois dit combien la question finalement des travailleurs sociaux, de la formation est au cœur finalement de cette mutation du secteur social et du travail social. Donc, nous allons écouter maintenant Hélène Groma, responsable de formation des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs, qui va nous expliquer à travers son témoignage comment l'IFMES s'est adapté à la situation et à cette crise sanitaire sans précédent. Donc, Hélène Groma, responsable de formation des éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs à l'IFMES. Donc, dès l'instant où nous avons été confinés, le 17 mars, nous avons mis en place une organisation pour les cours en distanciel. D'abord en régulant avec les formateurs, les étudiants, en priorisant l'accompagnement des étudiants en fin de parcours de formation, donc accompagnement à l'élaboration des écrits, à la préparation aux examens. Et puis, dans un second temps, en travaillant sur les cours pour les filières de deuxième année, les premières et deuxième années de niveau 4, par exemple, les moniteurs éducateurs. Pour les groupes plus importants, donc les groupes de 60 étudiants, d'emblée, nous avons fait le choix de systématiser les cours en distanciel, en sachant que de toute façon, nous avions eu une instruction du ministère en ce sens, qui demandait que toutes les formations post-bac, tous les cours, se fassent à distance. Concernant maintenant l'organisation des examens, nous avons su très rapidement que les épreuves d'examen allaient être annulées et modifiées par des dispositions particulières. Ce sont les dispositions particulières qui ont été connues assez tardivement. Donc nous avons dû attribuer des notes par étudiant et par domaine de compétences, en nous appuyant sur des éléments relatifs au parcours de formation, ce qui reflète assez bien, en bout de course, les résultats des étudiants. Et nous avons associé à cette démarche, dans un souci de transparence, les formateurs, les partenaires, donc des représentants d'établissement, les délégués de promotion également, et nous avons pu faire remonter au centre d'examen les différentes notes telles que demandées, et élaborer des outils de traçabilité des évaluations des étudiants. Pour ce qui est des stages, nous avons reçu très tôt une instruction ministérielle qui demandait la suspension de l'ensemble des stages. Nous avons communiqué au niveau des étudiants, au niveau des sites de stage en ce sens. Et on a eu deux temps. Donc on a eu un temps où il fallait communiquer également sur la constitution d'une réserve sanitaire. Donc la mobilisation d'étudiants volontaires au sein des établissements dans l'accompagnement de public. Et puis, donc, une fois le confinement terminé, donc le 11 mai, la plupart des établissements n'étaient pas en mesure d'accueillir et d'accompagner les étudiants parce que ces structures venaient d'élaborer leur protocole en lien avec la crise, et devait dans un premier temps vérifier que ces protocoles soient applicables donc sur lieu de stage. Et donc très peu d'étudiants ont pu repartir sur site de stage à partir de la mi-juin. La plupart des étudiants ont réintégré leur lieu de stage à partir du 1er septembre. Mais nous n'avons pas sur le territoire rencontré les difficultés qu'on rencontre en France hexagonale, puisqu'aujourd'hui, les étudiants ne rencontrent pas plus de difficultés qu'auparavant à être accueillis sur le site de stage. Les protocoles sont bien rodés, donc lorsqu'il y a des cas positifs, l'étudiant est en isolement ou nous sommes informés s'il y a une cessation d'activité temporaire, et la reprise des stages se fait presque naturellement, je dirais. Donc nous nous sommes adaptés, les structures aussi se sont adaptées à l'accompagnement de public, l'accueil des stagiaires en dépit de la situation sanitaire.
Donc, pour ce qui concerne la formation pratique, ce qui avait été décidé par le ministère, c'était que la période de stage qui devait se faire pendant la période de confinement a été validée pour tous les étudiants. Donc, il n'y a pas eu de sanctions. Hein, ils n'ont pas perdu ce temps de stage non réalisé. Et compte tenu des difficultés des structures à accueillir les stagiaires entre le 11 mai et la fin du mois de juillet, donc le volume horaire de formation pratique pour l'ensemble des formations au travail social a été diminué. Donc l'exemple le plus flagrant, c'est la formation des éducateurs spécialisés où le volume horaire de stage est passé de 2100 heures à 1600 heures. Et pour les moniteurs éducateurs, nous sommes passés de 980 heures à 600 heures. Donc aujourd'hui, un étudiant qui est en fin de parcours de formation et qui aura effectué ce nombre d'heures à minima peut se présenter aux épreuves de certification. Donc ça, c'était vraiment une demande qui avait été faite par les écoles de formation au travail social, demande qui est remontée et qui a été acceptée par le ministère. Concernant les suites hein, et ce qui ressort finalement de cette période de crise entre guillemets, c'est qu'on a appris à travailler autrement. On a développé des compétences qui nous ont amené justement à travailler à distance. Aujourd'hui, les réunions de début de stage se font en visio, donc les tuteurs de stage sont moins absents de leur lieu de travail, sont beaucoup plus nombreux à participer à ces temps de réunion. Et la difficulté que nous rencontrions jusqu'ici à travailler en visio pour faire des bilans de stage pour des étudiants qui sont hors du territoire ou pour réguler avec les structures. Comme la plupart des structures se sont habituées à faire des réunions en visio, aujourd'hui, lorsqu'on propose un temps de régulation en visioconférence à un tuteur parce que le stagiaire est hors du territoire en Guadeloupe ou en France hexagonale, ce n'est plus du tout exceptionnel. Donc, ce sont des temps de rencontre et d'échange qui permettent de travailler, même à distance, avec tous les partenaires. Donc, ça, c'est vraiment un point très positif qui ressort de cette période difficile que nous avons traversée. Mener, hein, donc on rappelle, hein, donc, en ce qui concerne la formation au travail social, c'est vraiment l'application du principe du contrôle continu hein, pour les parcours de formation des étudiants qui ont été confrontés à la crise Covid. Et effectivement, on va dire une réduction significative, on est à peu près de 30% du temps total de stage sur un dispositif de formation. Donc, avant de passer donc, à la deuxième partie hein, de cette table ronde où on va vous demander à chacun votre analyse, alors le temps est un peu contraint maintenant. Donc, Bertrand-François Lubin avait une remarque, une question, une interrogation. Oui, c'est une question qui a été posée juste à la fin de la première table ronde, donc peut-être un peu décalée, mais je pense qu'elle a quand même sa raison d'être. Et en plus, j'y vois un intérêt. Je pense que ça permet une parfaite transition avec la deuxième phase donc, de cette deuxième table ronde, où il s'agira donc pour vous de faire une analyse, de prendre donc de la distance par rapport à vos pratiques, puisque la question est la suivante. Le participant donc s'interrogeait au regard donc de ce qu'on a évoqué hein, depuis ce matin et qui perdure, j'ai envie de dire, c'est la question de l'isolement. Et la question était la suivante, donc consistait à savoir, pour remédier à cet état de fait, quelles sont les personnes ressources qui sont en mesure donc d'accompagner à la fois les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Voilà. C'était donc la question qui est apparue juste à la fin de la première table ronde. Qui veut bien saisir la balle au bon? Donc, Joël? Non, on va dire effectivement que qui peut réagir et qui peut effectivement accompagner, ce sont surtout effectivement, c'est une équipe. Par exemple, à l'IME, c'est une équipe mobilisée
avec chacun ses savoirs et ses connaissances. C'est-à-dire que l'apport, par exemple, des thérapeutes n'a pas été négligeable sur cette période, parce qu'il a fallu effectivement être attentif en permanence sur l'évolution de tout un chacun et de toutes les familles surtout. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas que à ce moment-là, dans le confinement, il n'y avait pas que l'enfant, il y a aussi la famille. Puisque le lieu d'expression et le lieu de, enfin effectivement on dit le lieu de vie, parce que Madame Cyril en a parlé pour ses résidents, mais les jeunes, ils étaient amenés à être chez eux dans des conditions inédites, puisque avant ils pouvaient sortir, tandis que là ils sont en permanence. Alors on était attentifs, je disais, donc aux enfants mais aux familles. Donc ça veut dire que dans la réponse, c'est être en concertation permanente et en équipe au niveau des acteurs, des professionnels, et pour trouver des réponses immédiates, pour pouvoir leur apporter effectivement un soutien, qui si à notre niveau, ça pourrait être limité, par exemple, sous certaines réponses, tout de suite enchaîner sur les partenaires existants pour pouvoir prendre le relais. Merci Joël. Micheline Azur. Alors, donc notamment sur, alors, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ce que je disais, puis nous faire part aussi de ton analyse finalement de l'impact de la crise sur le travail social, sur vos pratiques professionnelles. Alors, en fait, l'analyse que moi j'en ferai aujourd'hui, on dira 1 an plus tard, c'est que nous avons dû, par rapport à cette crise sanitaire, qui s'est imposée à nous, qui nous a imposé en fait de nous adapter, et ça assez rapidement. En fait, au pied levé, nous avons dû revoir un peu nos pratiques et puis en fait afin d'éviter la rupture en fait de soins et l'isolement aussi des jeunes et de leurs familles, comme on le disait tout à l'heure. Donc après une période de confinement, donc l'impact en fait est quand même assez visible. Et les impacts n'ont pas été non plus sans conséquences, on dira. Donc aujourd'hui, nous avons repris nos activités, comme le disait Madeleine tout à l'heure. Donc nous avons essayé de privilégier le présentiel. Nous avons quand même maintenu une partie de nos activités en distanciel, notamment auprès des adolescents et des jeunes adultes, puisque nous recevons effectivement de jeunes adultes jusqu'à 25 ans depuis septembre dernier. Donc, bien évidemment, nous avons essayé d'en tirer des bénéfices de cette crise. Je sais pas. Mais je vais surtout faire part des freins que nous rencontrons aussi, en fait, sur le terrain, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, dans un premier temps, nous avons eu la fracture numérique, parce que la plupart de nos jeunes n'étaient pas forcément dotés. En fait, il y avait un manque d'outils informatiques, de téléphonie aussi, problème de connexion, de réseau Internet. Donc, ce n'était pas toujours évident de maintenir ce lien qu'on voulait effectivement, qui nous paraissait important en tant que travailleurs sociaux. Nos professionnels aussi, bien que bien outillés, on fait face aussi à cette fracture numérique parce que du coup, ils ont dû s'adapter quand ils n'avaient pas forcément de connexion, trouver des stratégies pour pouvoir mettre en place leur accompagnement en distanciel. Donc ça, c'était le premier frein que nous avons rencontré en fait sur le terrain. Au-delà de ça, le distanciel modifie forcément en fait l'approche humaine. Donc, c'est aussi à considérer parce qu'en fait, quand on sait que nous, on reçoit des jeunes qui sont en difficulté et pour lesquels, effectivement, on sait qu'ils ont besoin d'espaces d'expérimentation concrets, en fait, pour pouvoir bien intégrer l'apprentissage qu'ils reçoivent. Le distanciel n'a pas toujours été évident. Donc, il a fallu effectivement aussi repenser l'animation en fait des ateliers en distanciel. Parce que bon, en présentiel, effectivement, on a à gérer la dynamique de groupe, les interrelations, en fait, les interactions. Ça se fait effectivement en distanciel. Seulement, en fait, le distanciel demande à ce qu'il y ait beaucoup d'écrits.
Donc, le support visuel écrit pour nos jeunes qui sont justement, dont on connaît les difficultés et qui ont du mal avec, enfin, on sait qu'ils ont du mal avec, avec l'accès en fait à la lecture. Donc là aussi, ça reste effectivement des outils que nous devons adapter en permanence pour leur permettre d'avoir accès à l'information, au savoir qu'on voudrait leur transmettre. Donc, il y a ce frein qui était quand même à énoncer, en fait. Il y a aussi l'approche, cette approche-là en distanciel, il faut voir que, enfin, par rapport au CESAD, où la plupart de nos professionnels sont mobiles, donc sont déjà effectivement équipés, tant en informatique qu'en téléphonie, demande aussi d'avoir des moyens, ça a un coût. Donc, il faut pouvoir prévoir une ligne budgétaire, en fait, un budget pour l'achat de nouveaux matériels, pour aussi le service après-vente, mais aussi pour la consommation. Donc, ce sont des choses à prévoir qui n'étaient pas forcément inclus dans le budget que nous avions en réalité. Donc, c'est quand même des freins que nous rencontrons sur le terrain. Autre chose, c'est la réduction, en fait, des effectifs. Alors, en présentiel actuellement, puisqu'on sait que les nouvelles mesures sanitaires nous demandent de réduire nos effectifs. Donc, on pourrait voir ça effectivement dans un premier temps comme un avantage, puisque l'attention qu'on pourrait effectivement mobiliser auprès d'un jeune serait beaucoup plus ciblée, puisqu'on a un petit groupe. Seulement, en termes de temps, en termes d'organisation aussi, ça demande d'organiser plus de petits groupes, d'avoir plus de temps pour les organiser, donc ça devient un peu chronophage. Et puis, parallèlement à ça, on a quand même à répondre à des obligations, en fait, de la part de l'ARS, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, on a un nombre d'actes à faire par année, donc on est obligé de tenir compte de cette commande que nous avons. Donc, en termes de freins, c'est aussi important de tenir compte, en fait, de pouvoir aménager, parce que ce n'est pas toujours évident. On se dit qu'effectivement, il faut pouvoir tenir compte, et je le disais tout à l'heure, tenir compte de ce qui se passe sur le terrain, mais en même temps, prendre en compte aussi la commande. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que ça demande de réflexion, ça demande aussi toute une organisation. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir s'accrocher aussi, parce qu'en tant que travailleurs sociaux, on est en fait en plein, on navigue un petit peu à flot et on essaie de garder, on va dire, la tête hors de l'eau parce qu'on se dit qu'on a une obligation de soins auprès de personnes en situation de handicap, de personnes en difficulté. Et nous, il ne faudrait pas non plus qu'on s'y perde, en fait. Donc, bon, au-delà de ça, des freins, nous avons aussi quand même comment dire, nous avons aussi, on peut en tirer des bénéfices de toutes nos actions menées. C'est vrai que la crise nous oblige effectivement à réagir. Notre point essentiel, c'est effectivement de pouvoir maintenir la continuité des soins, comme je disais tout à l'heure, et éviter l'isolement des familles et des jeunes. Donc, ce qui nous a beaucoup encouragé, c'était de voir surtout au niveau de l'unité socio-professionnelle dans laquelle je suis. Bon, les jeunes, effectivement, ils sont beaucoup plus grands, donc ils ont une autre approche, en fait, on dira, de la crise et du travail en distanciel. Ils étaient quand même assez demandeurs. Donc, ils nous ont beaucoup sollicités, nous expliquant qu'effectivement, que c'était compliqué pour eux pendant cette période de crise. Oui. Tu as une pendant cette période de crise. Cette période de crise,
parce qu'en fait, ils avaient l'impression d'être un petit peu coupés du monde. Voilà, ils avaient besoin que nous, on intervienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, hein, et le temps est court. Marie-Chantal, très rapidement. Je vais essayer d'être très rapide. Je vais être très rapide. Mais en tout cas, moi, non. Ce que je veux quand même, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que cette année qui vient de passer a bouleversé le secteur. Mais j'ai envie de pointer du doigt le fait que le médico-social n'ait pas bénéficié autant que le médical de toute l'attention, parce que nous aussi, nous avons été sur le front. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, avant même que notre autorité de tarification ne parle de prime Covid pour notre établissement, j'ai sollicité le conseil d'administration pour que tous les salariés soient, entre guillemets, récompensés par cette prime, parce que je trouvais injuste que ce soit uniquement les soignants qui aient droit à quelque chose, alors que nous aussi, nous avons été au front. C'est bien le cas de le dire. Nous avons, nous aussi, été au front. Voilà. Alors, je vous remercie, mais il est évident que là, nous sommes vraiment dans une situation où on est encore dans une crise sanitaire qui perdure, avec vraiment la nécessité, par contre, aujourd'hui, au-delà de la question finalement de l'analyse, c'est de conceptualiser aussi toutes les pratiques, hein, qui ont été mises en place, qui ont émergé. Il y a eu un travail colossal qui a été fait par des associations du secteur social, un travail colossal qui a été fait aussi par le réseau des associations LUVAS, et il convient aujourd'hui vraiment de pouvoir garder toute cette analyse, toute cette expertise-là, et de pouvoir la partager. Donc, nous sommes, je l'espère, là au début de travail qui va se poursuivre. Et nous allons, Joël, très rapidement, puisque je vois que tu veux intervenir, mais vraiment très rapidement. Je voulais dire, pour prendre effectivement cette période, il a fallu effectivement mener auprès des parents des enquêtes de satisfaction, pouvoir vérifier effectivement, bien sûr, les prestations fournies, mais en même temps donner du sens et de l'importance à cette période, que ne soit pas juste une période de souffrance et de difficulté. Ce sont là des éléments qui vont permettre effectivement d'avoir ces indicateurs. Madame Gély, est-ce que vous avez une analyse à nous partager? Non, pas particulièrement. En tout cas, je rejoins complètement ce que les personnes autour de la table ont dit, et notamment Madame Cyril. Nous avons tous été au front du début à la fin, et nous le sommes encore. Nous le sommes encore parce que bon, la crise perdure, et nous devons constamment nous réinventer nos pratiques, proposer des astuces aux parents, aux jeunes, et voilà, nous sommes aussi au combat. D'accord. Donc, en fait, sur les éléments à retenir véritablement, donc, dans la première partie, hein, donc la première table ronde, on a à la fois parlé de ces difficultés rencontrées par le secteur social, confronté déjà à une communication pas toujours très claire de la part des autorités, mais aussi véritablement le sentiment d'inégalité de traitement au niveau des territoires, d'inégalités qui se sont accentuées, mais aussi on a mis en évidence à l'occasion de cette crise sanitaire à la fois la place conséquente du travail social, la place conséquente du secteur médico-social, à la fois dans son métier des liens de solidarité, de prise en charge et d'accompagnement des publics fragilisés, publics qui se sont d'ailleurs étendus, hein, donc à la fois quant aux problématiques, mais aussi au nombre. Et puis, un élément aussi à prendre en considération et qui a été manifeste, hein, c'est cette capacité de réaction des travailleurs sociaux, des institutions du secteur social qui n'ont pas forcément toujours attendu, qui ont su faire preuve d'adaptation finalement. À certains moments, Madame Civil a parlé des règles et de la façon d'aborder la règle. Je dis ça comme ça. Mais plus précisément dans la question finalement de faire avec la règle.
parce que les questions de responsabilité aussi sont prégnantes. Donc, cette capacité-là, et ça a mis aussi en évidence cette capacité d'adaptation, j'ai du mal, d'adaptabilité, mais aussi d'innovation. Et la question des solidarités, la question finalement de l'émergence finalement de pratiques innovantes et nouvelles, ça a été véritablement des éléments qui ont été à retenir pendant cette crise sanitaire. Donc, je ne sais pas si bien François Lubin a une remarque à formuler. Alors, pas de remarque, mais à titre personnel, donc je vais juste partager, enfin, soumettre une question donc, aux personnes donc, ici présentes. Et en pensant à, selon donc, effectivement les Chinois, pour les Chinois, donc la crise, il y a une dimension catastrophique, mais c'est surtout une opportunité. Donc, est-ce que vous, qui êtes des personnes donc, vivant ces réalités au quotidien, est-ce que vous pensez que cette crise qui est perdue toujours va constituer véritablement une opportunité pour que le travail social prenne un nouveau souffle ou un nouvel élan? Oui. Moi, je pense que oui, parce que la crise a mis en évidence la nécessité justement des travailleurs sociaux, moi j'ai envie de dire ça, pour justement la question de la cohésion sociale, pour rompre l'isolement, enfin, j'ai envie même de dire que c'est le sens même du travail social qui aujourd'hui est remis sur les rails. C'est comme ça que j'ai envie de traduire ça. C'est vrai aussi qu'on a parlé d'adaptabilité, d'adaptation, en fait, aujourd'hui, cette crise-là n'a pas, enfin, on ne dira pas que ça a apporté que du négatif, parce que comme on le disait tout à l'heure, comme on le disait autour de la table, il y a eu quand même des choses positives à souligner, notamment la possibilité de penser que en fait, on redécouvre un petit peu les choses. Aujourd'hui, on peut envisager de travailler en distanciel, alors qu'avant, penser le travail social en distanciel, c'était quasiment pas envisageable. C'était pas possible. Voilà, c'était pas possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible. On va effectivement, bien évidemment, organiser les choses, mais ça reste possible. Donc, c'est quand même peut-être une nouvelle façon aussi de concevoir le travail social, puisqu'on ne s'enferme pas justement dans des schémas. Et moi, si je peux sortir un peu du rôle d'animateur et faire partager aussi, je crois que l'une des choses essentielles que nous avons pu retenir finalement de cette crise sanitaire, c'est que finalement, les distances se sont raccourcies, dans le sens où finalement, nous avons pu mieux partager à l'échelle du territoire national, j'entends, parce que depuis mars 2020, nous avons des réunions, par exemple, au niveau des structures de formation, nous avons des réunions régulières de directeurs de centres de formation, chaque semaine. Ce qui était des contraintes avant, de calendrier, de temps, éventuellement de décalage horaire, tout cela a sauté finalement avec la crise sanitaire. On a dû s'organiser. Et à partir du moment où on a dû s'organiser, donc, on a vu émerger de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles pratiques. Ce sont aussi des éléments à retenir. Je pourrais même ajouter, alors rapidement, je pourrais même ajouter qu'en fait, sachant qu'au CESAD, nous sommes très mobiles et que donc on est beaucoup sur la route, on sait qu'effectivement, le risque professionnel majeur au CESAD, c'est le risque routier. Aujourd'hui, le fait de pouvoir limiter justement nos déplacements en interne et voire en externe à travers justement la possibilité de faire des réunions sur place ou même des formations sans bouger en fait du site peut effectivement venir corroborer ce que Pierre, toi, tu viens de dire. D'accord, merci. C'était juste pour prolonger donc, ce qui vient d'être dit, parce que cette question n'est pas à l'ordre du jour, le nombre de colloques, le nombre d'écrits sur la place du numérique dans le travail social. Et qu'est-ce que ça vous inspire aussi comme réflexion?
Alors, Question. Question. Écoute, la place du numérique, le président de l'URAS va nous rejoindre. Hein, parce que déjà, ce webinaire, c'est l'illustration finalement de la place prise par le numérique, finalement, dans la question sociale. Cette capacité d'innovation dont on parlait, d'adaptation dont on parlait, mais l'URAS en a fait véritablement montre hein, à travers ces 7e rendez-vous. Vous étiez nombreux à avoir participé à cette manifestation. Alors, nous allons terminer cette table ronde, non sans remercier l'ensemble des participants. Je rappelle donc Marie-Chantal Civil, directrice du foyer de vie de l'association La Myriam, Micheline Azur, éducatrice au sein du CESA d'Alizé Assise, et Madeline Gély, elle aussi éducatrice au sein du CESA Assise les Alizés, Joël Bois, donc de l'IM Les Fougères. Merci. Et parmi les illustrations de cette innovation, de cette intervention du secteur social, c'est véritablement les actions qui ont été menées par des associations. Et nous allons profiter de ces 7e journées, de ces 7e rencontres de l'URAS afin de mettre en valeur ce travail associatif par une remise des prix de la Fondation J.M. Bruno. Et pour ce faire, nous allons appeler le président de l'URAS, M. Henri Cage, à nous rejoindre, ainsi que des personnes qui sont primées que nous allons vous présenter tout de suite. On est encore ici, on est encore ici. On est encore ici. Oui,
Nous voulons, donc nous allons recommencer, et nous voulons mettre à l'honneur, nous l'avons dit, hein, le travail social, les associations du secteur social qui ont su faire face à la crise sanitaire. Et nous allons donc vous présenter un prix qui va récompenser en fait les initiatives qui ont été portées par des associations intervenant dans le champ de l'accompagnement auprès des personnes âgées ou de l'accompagnement de publics en difficulté durant la crise sanitaire. Donc, ce sont des prix qui ont attribués au sein donc, du réseau URAS à 2 associations du secteur social. Je vais laisser Lauriane vous présenter donc, cette partie. Oui, donc je vais être rapide. Hein. En fait, c'est un prix qui a été attribué par la Fondation J.M. Bruno. Ce prix intervient dans le cadre d'un partenariat qui existe entre la Fondation J.M. Bruno et l'UNIOPS depuis de nombreuses années. Et en fait, cette année, dans le cadre du contexte de crise, les choses ont été un petit peu différentes, puisqu'en fait, la Fondation J.M. Bruno intervient généralement, donc, finance généralement des prix à destination d'actions en faveur de personnes âgées. Et cette année, en 2020 plutôt, dans le contexte de crise, la Fondation avait étendu ses actions pour qu'il y ait à la fois le soutien pour des actions auprès des personnes âgées, mais aussi toute action auprès de publics en difficulté, compte tenu du contexte de crise. Et dans ce cadre-là, donc, il y avait une enveloppe budgétaire qui avait été donc réservée à chacune des URIOPS, qui sont en fait la représentation régionale donc, du réseau UNIOPS. Et l'URAS, en tant qu'adhérente donc, au réseau UNIOPS-URIOPS, a pu effectivement en bénéficier. Et l'objectif pour nous, c'était de relayer cet appel à projet auprès de nos adhérents. Et nous avons eu donc 2 associations qui ont été primées dans le cadre de ce projet. Donc, l'Association pour le logement social, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui avait mené des actions notamment en matière d'écoute et de soutien psychologique. Ils ont aussi fait de la distribution de colis alimentaires pour des personnes en difficulté. Et puis, autre association qui a été primée, donc l'association Les Ailes des Anges, dont nous aurons l'occasion d'avoir un petit résumé, une présentation synthétique de ce qu'ils ont pu mettre en œuvre dans le cadre de cet appel à projet. Merci Lauriane. Nous allons laisser la parole à Madame Ovamburi, donc, qui est la directrice donc, de l'association Les Ailes des Anges et qui va donc nous présenter ses actions. Alors, les Ailes des Anges existent depuis 2013 et on s'occupe des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et nous avons aussi développé un concept qui est innovant, qui s'appelle la bulle de nocturne pour l'aidant familial, qui permet à l'aidant familial d'avoir du répit de nuit, et aussi en journée, une semaine, une quinzaine ou un mois. Et nous avons été récemment retenus pour le relayage, donc c'est le baluchonnage québécois à la mode française. Voilà. Alors, ouais. Donc on a les 2 concepts, la mode martiniquaise, on va dire. Et durant la crise, on s'est rendu compte qu'on a eu des demandes. Ça n'a pas failli, ça n'a pas faibli, au contraire. On a quand même pu faire du relayage, donc c'est du 36 heures, le même intervenant pendant 36 heures. On a quand même expérimenté, on a toujours fait toutes les nuits, les demandes étaient là, étaient constantes. Et puis, on s'est rendu compte de l'isolement des personnes âgées, puisqu'à part l'auxiliaire de vie, ils ne voyaient personne. Pour les coups, ce n'était pas évident. Et on est tombé à la période le confinement, c'était il y avait aussi Pâques pendant le confinement. On s'est rendu compte que les petites mamies avaient l'habitude d'avoir les courses de Pâques avec le choudi, comme on dit, pour faire les acas et toutes les denrées pour les acas et tout ça, elle n'en avait pas. Et on s'est proposé de faire des paniers spécial Pâques pour toutes les mamies isolées. Et on leur a offert ces paniers. Donc, elles étaient ravies, avec des fruits locaux et bio. Hein. Mamie et papy. Mamie et papy. Voilà. Et puis, aller faire les courses, notamment les bidons de gaz, elles ne pouvaient plus parce que les enfants ne pouvaient pas venir. Donc, voilà. Et puis, un petit peu d'esthétique. On a fait fait intervenir une coiffeuse à domicile pour les petites mamies qui voulaient quand même être jolies. Ce n'est pas parce qu'on ne sort plus que… Voilà. Et papy aussi, hein.
qui ont voulu. Et puis, tout ce qui est un peu d'esthétique des ongles, on va pas appeler quand même, mais un petit peu d'esthétique. Voilà, c'était cette action qu'on a voulu mener pour votre isolement, pour écouter. Parce que nous, en tant que service à la personne, on a travaillé, on ne pouvait pas arrêter, au contraire, on était essentiel. Mais on a tenu à apporter, à adapter notre prestation au contexte, au fait de l'isolement des personnes âgées, même des personnes en situation de handicap. Donc, on a tenu à être là. C'est pour ça qu'on a fait cette action. Et merci beaucoup, Madame Overbury. Déjà, merci pour ce témoignage, pour aussi cette expérience que vous avez menée. À plusieurs reprises de reportages ont montré, Madame Overbury, combien il est important pour les personnes de se sentir valorisées. Alors, à la question, il y a la question effectivement de l'isolement que vous avez traité par ce service de proximité, mais aussi le soin du corps, qui est aussi le soin de l'âme. C'était véritablement des éléments forts sur lesquels il fallait mettre l'accent. Et pour remettre ces prix, Monsieur le Président de l'URAS, Monsieur Henri Cage. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, Michael, c'est vraiment un honneur pour moi de te remettre ce prix que tu as, ton association, vraiment à mériter, quoi. Donc, ce prix, je pense, va te permettre encore d'être, en tout cas dans l'innovation, d'être toujours à l'écoute de nos personnes âgées, nos personnes en situation de handicap, qui me tiennent vraiment à cœur. Ça nous a... Je veux remercier l'URAS pour tout. Déjà, d'être dans l'URAS, pour moi, c'est un bonheur, je le dis vraiment. C'est la toute dernière association ayant adhéré à l'URAS. Voilà. Je le vis comme un bonheur parce qu'on a des intervenants, des collaborateurs de choc. Madame Pado, je tiens à remercier. Madame Lorita, elles sont là. Elles sont avec nous, elles nous écoutent. Monsieur Cage et toute l'organisation administrative, franchement, je me sens aidée, je me sens bien dans l'URAS. Je me sens chez moi et puis on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes problématiques, les mêmes envies de donner un sens à ce qu'on fait et surtout d'apporter des solutions. Donc, je suis très ravie de recevoir ce prix. Et c'est aussi pour l'équipe parce que les filles et les hommes, parce qu'on a des hommes, on a 6 garçons, ont été formidables pendant toute cette période. Aucun n'a rechigné, à part celle qui avait des enfants. Voilà, mais aucun n'a rechigné, tout le monde était au combat et ça a été pour nous une autre façon de travailler. Et puis, on a découvert qu'on pouvait utiliser le numérique aussi dans nos prestations, donc on est en train de mettre ça en place. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, je vais te demander aussi de présenter le prix de l'autre association, l'association pour le logement social, donc voilà, qui a été, ils ne sont pas présents. Oui, donc très bien, oui. Tu peux rappeler, Lauriane, ce qu'ils ont mis en place Alors, en fait, ils ont fait de nombreuses choses. Il y a eu de la veille aussi. Enfin, ils ont relayé un certain nombre d'informations. Mais en tout cas, sur les actions principales qui leur ont permis de se démarquer, c'était tout l'aspect de soutien psychologique qu'ils ont développé auprès des personnes habitant dans les résidences HLM. Ils ont aussi contribué à favoriser le lien en organisant des visios pour réunir des familles qui étaient éloignées géographiquement. Et puis, ils ont fait de la distribution de colis alimentaires auprès de familles en difficulté. Il faudrait peut-être qu'on rappelle que JM Bruno, c'est une fondation. Ce prix, c'est un prix au niveau national. Oui, c'est ça. Et puis, dans le cadre de ce prix, une subvention de 5 250 € a été attribuée à ces deux associations, les Ailes des Anges et l'association pour le logement social. Très bien. Et
le prix, en tout cas cette dynamique, est aussi reconduite pour l'année 2021-2022. Donc, nous allons communiquer auprès de nos adhérents pour le lancement de ce nouvel appel à projet qui aura toujours pour objectif de développer, de financer, d'accompagner les associations qui mettront en œuvre des actions auprès de personnes âgées cette fois-ci. Donc voilà pour l'information. Écoutez, merci. C'est une belle fin pour cette 7e édition. Alors, avant de laisser la parole à Monsieur le Président pour clôturer officiellement la manifestation, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette première webinaire organisée dans le cadre des journées de l'URAS. Remercier particulièrement toutes les petites mains visibles et surtout invisibles de l'URAS qui ont participer à la manifestation, tous les collègues de l'URAS, tous ceux qui ont été mobilisés. Remercier aussi nos partenaires informatiques. Alors, c'est M. François Lubé qui peut décrypter ce qu'il a écrit. Donc, oui, les prestataires de services à la personne donc, des sociétés Innoma et Média Production. Merci beaucoup parce que vous avez contribué donc, à la réussite de cette manifestation. On était à peu près une 50aine de personnes sur Zoom connectées, une dizaine sur Facebook. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'émission. Merci Bertrand pour la co-animation. Et nous tenons à remercier particulièrement Madame Ursulé. Merci à vous d'avoir participé donc, à la manifestation. Oui, en tant que partenaire donc, de la MEIS. Et merci à notre partenaire, la MAIF, qui, elle aussi, a été un élément particulièrement important dans la réussite de cette manifestation. Merci à vous tous, et Monsieur le Président, le mot de la fin vous revient. Très bien, bon, je ne serai pas long, je ne vais pas vous faire encore attendre trop longtemps. En tout cas, moi aussi, je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des gens qui ont pu permettre que cette manifestation se déroule correctement. Nos prestataires de services, encore merci. Pour une première, je pense que ça a été une réussite. Et il ne faudrait pas qu'on perde de vue que cette crise sanitaire, je ne pense pas que c'est... On en sortira aussitôt. Donc, il faudrait qu'on arrive à tous ces éléments qui ont été collectés aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à utiliser tout cela pour permettre que, en tout cas, nos personnes accompagnées soient toujours accompagnées dans les meilleures conditions. Et je dirais aussi que les associations, en tout cas, ont montré qu'ils sont des acteurs majeurs de l'innovation. Cette crise, en tout cas, a pu permettre de démontrer cela. Merci encore. Merci.